Stéphane Bern, alias Vincent. Ouais, voilà, double casquette. Bonjour. Voilà, Antares pour les intimes de Belgique. Et on va vous parler un petit peu de Feudum. À la base, cette vidéo va sortir dans bien plus longtemps que ça, parce qu'on fait un gîte fin du mois, on s'est dit, tiens, au gîte, ça va être cool, on fait une vidéo. Sauf que la campagne KS de Feudum, le reprint, arrive tout bientôt. Et on m'a dit, ouais, le gîte, c'est bien, mais c'est après la campagne. Donc tu peux te bouger un peu le cul et la faire avant, parce que nous, on voudrait pledger ou pas. Et ben voilà. Du coup, Vincent m'a dit, ouais, t'inquiète, on gère, je m'occupe de tout. Donc vraiment, toute réclamation, c'est pour lui. Voilà, sachez-le, je me désengage complètement du projet. Ah, sachant qu'on a déjà coupé la partie histoire. Donc, oui, parce qu'il ne faut pas déconner, sinon ça va durer 8 heures. 8 minutes à 10 minutes. D'histoire, ouais, quel enfer. Donc, Feudum, qu'est-ce que c'est? Feudum, c'est un peu le monstre, l'espèce de monster game un peu trop plein. Qu'est-ce que c'est? Raconte-nous un peu. Pas l'histoire, par contre. Alors, déjà, Feudum, pour la petite histoire, c'est vrai que c'est un jeu que quand on doit l'expliquer à des nouveaux joueurs, je trouve que c'est un des jeux les plus exigeants à expliquer. Oui. Parce que ça prend facilement 1h30 plus ou moins pour expliquer les règles. D'ailleurs, les vidéos règles qui existent sur Internet sont assez longues. Hein, de manière d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez des règles complètes, à aller voir celle de Jean-Michel Grosjeu. Ouais, c'est vraiment très bien fait, en 18 parties, 24 saisons et 37 épisodes. Partie 2 heures, mais c'est vraiment impeccable. Après, tu sais pas jouer, mais au moins tu connais les règles. Et ça, quand même, c'est important. Au moins, l'enseigner, ça va pas tuer. Donc, Feudum, voilà. C'est, on l'a dit, un monster game. La question, c'est déjà, avant de commencer, c'est pour qui Feudum? Alors Feudum, la niche de joueurs est assez petite a priori, dans le sens qu'on est sur vraiment les gros joueurs experts, parce que c'est une somme de mécaniques qui fait que le jeu n'est pas facile à apprivoiser. Après, j'aimerais assez nuancer, parce que je pense quand même que les joueurs qui sont pas nécessairement habitués aux jeux experts peuvent quand même très bien s'amuser sur Feudum, surtout qu'il y a un système où on n'est pas obligé directement de faire toutes les actions. C'est ça. Il y a quand même une version. Tu as 2 niveaux dans les règles, effectivement, et en plus de ça, Feudum est un bac à sable, ou dans le sens où, si vous me dites qu'est-ce que c'est Feudum comme mécanique, qu'est-ce que c'est comme truc? Je vais te dire, je sais pas trop, tu vas faire un peu ton histoire, tu vas créer un peu ton truc, et à la fin, tu seras content. Parce que tu as fait des trucs, tu as créé ton royaume, tu as essayé de bouger sur une guilde ou deux, et ainsi de suite. Voilà, donc Feudum, en fait, c'est 6 guildes qui vont se taper un peu, qui vont se tirer un peu la bourre. Et pour ça, nous, on va jouer des aventuriers, qui peuvent être des marchands, des chimistes, des alchimistes. C'est des nobles, hein, c'est des nobles. Des nobles qui font plein de trucs, et qui vont interagir sur le plateau différemment. C'est à la base un jeu de programmation, vu que vous allez choisir 4 cartes parmi les 11 qui existent à chaque tour. Vous pouvez en jouer une 5e si vous avez du sel. Salpêtre. De la salpêtre, pardon, excusez-moi, soyons d'époque. Petite ressource blanche. Petite ressource blanche, comme on ne le voit pas ici, hop là, que vous ne verrez absolument pas parce qu'elles sont toutes petites. Bon, je ne vous les montre plus, ça n'a pas de sens. Donc 4 ou 5 actions, et une fois qu'elles sont sélectionnées pour tous les joueurs, on va à tour de rôle chacun jouer une action, et la main passe, et ainsi de suite. Globalement, qu'est-ce que vous allez faire dans Feudum? Dans Feudum, appelez-le comme vous voulez d'ailleurs, je ne sais pas, vraiment Feudum, Feudum, mettez des U où vous voulez, je m'en fous. Qu'est-ce que tu fais dans Feudum, toi? Alors dans Feudum, justement, je pense aussi qu'un des principes de cette vidéo, quand on disait la niche jusqu'à présent qui est assez faible sur Feudum, je pense qu'avec le KS qui arrive, et ici les différentes vidéos qui vont apparaître sur Internet, je pense que la communauté de Feudum a tout pour s'agrandir. Oui. Et le jeu, c'est vrai que même s'il y a beaucoup de règles, les principes sont quand même assez clairs et assez épurés. 2 grandes tendances dans le jeu Feudum. La première, c'est tout ce qui va être sur le plateau central. En l'occurrence, on va essayer de prendre différentes parties du territoire sous notre influence, parfois en tant que dirigeant, quand on domine le territoire directement. Et parfois comme vassal ou comme serf pour venir faire d'autres actions. D'ailleurs, c'est vraiment un jeu où on va faire une lutte d'influence tout du long. Vu qu'en fait, vos actions principales, qu'est-ce que ça va être? Je vous montrerai des petites cartes normalement ici en insert si c'est bien fait. Vous allez avoir quelques actions principales, des actions un peu secondaires. La première, ça va déjà de vous déplacer. Parce qu'au début, vos pions sont des dés. Et du coup, vu qu'il y a 6 pions possibles, vous l'avez compris, votre dé, c'est un des pions. Vous allez pouvoir vous déplacer d'autant de cases que vous avez de personnages en jeu. Voilà. Que vous pouvez dispatcher un peu comme vous voulez. Et par exemple, si vous avez le moine, vous avez un mouvement en plus. Voilà. Chaque personnage et ce genre de petites règles, effectivement, on peut jouer sans sur la partie parce que c'est plein de petits rajouts. Il faut y penser, c'est pas toujours évident. Donc, voilà, donc vous allez pouvoir vous déplacer. Vous allez pouvoir gagner de l'influence dans les différentes zones de jeu, auquel cas vous allez poser un petit marqueur influence, ici présent, sur tous les lieux où vous êtes présent. Donc ça c'est plutôt cool. Évidemment, l'influence que vous gagnez va interagir avec les guildes que vous possédez en faisant monter ou baisser vos marqueurs. Donc on va voir dans quelques instants. On va voir ça un petit peu après, donc c'est extrêmement interdépendant. Vous allez pouvoir également faire évoluer vos zones de jeu. Vous allez pouvoir passer des avant-postes en ferme, vos fermes en ville, et vos villes peut-être, on ne sait pas, en fief.
Voilà, ça c'est vraiment le cœur du jeu. Et évidemment, l'autre action qui est indispensable du jeu, c'est l'action de guilde. Et c'est là où effectivement on va interagir avec une des 6 guildes dans le jeu, sachant que pour chaque guilde, vous allez avoir soit l'action de la guilde principale, soit si vous êtes le chef de guilde, une action particulière, et si vous êtes le second, une autre action particulière. C'est ça, en fait ce qu'ils appellent le push et le pull. Voilà, quand nous pousser sommes, et tirer en français. Voilà, quand on est le leader, on va dire, de sa guilde, on peut pousser en fait une action pour faire des points et en même temps faire aller les vases communicants, si on peut dire ça comme ça, parce que c'est c'est un engrenage finalement toutes ces guildes. Alors ici on a la guilde de la fermière, en l'occurrence. Ici ce sont les marchands, les alchimistes. Là on a le chevalier, les nobles et les moines. La banque. Ouais, eux ils sont riches. Sur chacune des guildes, comme on l'a dit il y a quelques instants, il y a déjà une action qui souvent nécessite de l'argent pour pouvoir acheter régulièrement des ressources. Oui. Ça peut être des ressources, ça peut être ici des sceaux, enfin voilà, ici des jetons d'influence. En l'occurrence, il y a une action de guilde qui est une action d'achat qui va nous permettre d'améliorer notre mécanique. Voilà, à noter que c'est un jeu où on est en économie fermée, dans le sens où dès que vous payez de l'argent, et l'argent va se répartir entre les joueurs différents à table qui contrôlent la guilde, voilà, et ainsi de suite. Donc du coup, il n'y a pas vraiment d'argent qui va se créer du jeu, ça peut arriver, il y a des missions qui donnent un peu de la thune, mais globalement, tu tournes dans l'économie fermée. Et en plus de ça, donc les push et les pulls vont aussi permettre de véhiculer les différentes ressources, les jetons d'influence, et de les transformer en matière suivante, on pourrait dire ça comme ça. Donc par exemple, comment fonctionne la guilde des guerriers? Vas-y. Alors au niveau des chevaliers, par exemple, je pourrais ici faire le bleu en tout cas, pourrait donc pousser ici des jetons d'influence qui va prélever ici, donc on prend 2 pistes différentes. Donc tu as le droit de prendre 3 jetons, comme indiqué au-dessus. Voilà. Et donc avec ces jetons, on va venir placer ici des sceaux. Et l'idée des sceaux, c'est d'essayer de faire des lignes et des colonnes qui vont nous ramener 4, des 5 points ou 6 de victoire. Voilà. D'ailleurs, toutes les guildes fonctionnent pareil, elles font 4, 5 ou 6 points si vous réussissez à faire 1, 2 ou 3 fois l'objectif. 2 ou 3 fois selon que vous arrivez ou pas à faire l'objectif. Qu'importe des points d'ailleurs, les guildes, c'est à peu près peut-être 30% de ton score sur la partie, parce que tu vas générer des points régulièrement, tu vas générer 4, 5, 6 points à peu près à tous les tours. C'est une mécanique sûre en tout cas. Oui, c'est ça, c'est fiable, on ne peut pas t'emmerder. Et effectivement, tu as le petit jeton préfet que tu peux déposer ici. L'autofocus marche plutôt pas mal. On a 2 jetons comme ça qu'on peut mettre donc, sur les guildes qu'a priori on va le plus jouer et qui va nous permettre de gagner un point bonus à chaque fois qu'on utilise l'action de cette guilde. Il y a moyen de gratter peut-être 4-5 points dans la partie assez facilement. Parce qu'en vrai, et ça effectivement c'est important, Feudum n'est pas un jeu qui est si long. C'est-à-dire que là aujourd'hui on en a refait une avec des nouveaux joueurs, la partie a duré littéralement 5 tours. 5 tours, ça veut dire que vous avez joué à peu près entre 20 et 24 actions, c'est pas beaucoup. Surtout que Feudum, ça ne fait pas partie des jeux où quand on fait une action, il y a une deuxième, une troisième. Non, il n'y a pas de combo, c'est vraiment tu joues une action. Si on est vraiment sur des actions, c'est très épuré. Donc si on fait 25 actions, a priori ce sera 25 actions. Voilà, il n'y a pas plein d'actions qui vont s'enchaîner par la suite. À noter aussi qu'effectivement, vu qu'on est sur un jeu de guilde et d'interaction, si jamais vous avez un chef de guilde qui fait un peu de la rétention et qui ne veut pas participer au truc, et du coup à un moment donné, votre chaîne de ressources va être bloquée. Tout à l'heure, on a eu le cas. Au début de la partie, c'était très prolifique, tout le monde jouait le jeu. Et après, bon, il est possible que certains joueurs... j'ai un petit peu arrédifié une zone du jeu, par exemple. Voilà. Et l'idée, c'est que c'est vrai que je n'ai plus rien fait pour essayer de reproduire les choses. Ça demandait aux autres personnes de faire des actions pour que ça revienne. Et finalement, c'est à la moitié du jeu, la remise des ressources. Évidemment, le jeu est fait pour que, même si ça bloque, ça va bloquer pendant un tour et demi max. Pas plus longtemps que ça. Donc c'est jamais gênant, mais c'est une strat de pouvoir dire on coupe complètement les ressources. Et voilà, donc vous avez un petit peu une vue d'ensemble de Feudum, sachant qu'effectivement il y a plein, et pour moi on va d'ailleurs parler tout un petit peu des défauts du jeu, parce qu'il y en a quand même. Pour moi Feudum c'est un jeu qu'on aime aussi pour ses défauts, parce que il est loin d'être parfait, et tu sens vraiment que l'auteur a mis tout son cœur dedans. C'est le jeu d'une vie, il a mis tout ce qu'il pouvait mettre. Et ça se transmet, parce que quand on joue, moi personnellement, je suis aussi... Oui, tu vis une aventure, c'est vraiment pour le coup, c'est assez incroyable à ce niveau-là, mais clairement, si vous aimez les jeux épurés, élégants et parfaitement lisibles, on n'y est pas. Alors, parce qu'en parlant de lisibilité, c'est une tannée. Et je pèse mes mots, parce qu'il y a des enfants dans la pièce. Sinon, j'insulterai tous les grands morts possibles. Ce jeu est illisible. C'est-à-dire que le plateau, dès que vous allez devoir vous déplacer, parce qu'en gros, effectivement, le plateau est assez grand, et pour vous déplacer avec les bateaux, il faut passer par ces petites voies. Voyez-vous ? Sachant que les oiseaux, c'est ce truc qui vole, les petites bulles, c'est sous-marin, et les petites vaguelettes qui ressemblent à des oiseaux vus plus haut, c'est pour le bateau.
C'est vrai qu'il y a un côté où, durant la partie, régulièrement, on est tous penchés en train de regarder, tiens, je peux passer par là, je peux passer par là. Ça, c'est vrai que c'est un truc qui revient de partie en partie. Il faut être ouais, et le nombre de fois où tu es là, genre tu fais, ah, et je vais pas du tout faire ça, parce que j'y ai pas accès, parce que machin. C'est vraiment pénible. Ça, c'est pénible. Pour moi, les deux défauts d'iconographie, c'est vrai que les chemins ne sont pas toujours faciles à distinguer quand on est d'un côté de la table et de l'autre côté. Et deuxièmement, c'est vrai que c'est un jeu, sur les premières parties surtout, il y a peu de rappels iconographiques des choses. Ah, t'es laissé à l'abandon, hein. Ouais. Vraiment, alors autant l'aide de jeu est plutôt bien faite, parce qu'elle est très complète. Par contre, sur le plateau, pot de zob, vraiment. Ouais, pour le coup, enfin, aide de jeu, on parle d'une vraie aide de jeu. Quoi. Cette aide de jeu ici, elle est vraiment très très bien faite, on la consulte régulièrement. C'est vrai qu'il y a un petit peu de texte, il y a un petit peu à revoir, elle est très claire, mais on n'a pas les rappels iconographiques sur le plateau. De la même manière, il te demande, quand tu changes d'air, de remettre des ressources au sud, au nord, au machin. Le truc, c'est écrit en police 1,25 en blanc sur fond gris, tu le vois pas. Et si on te dit pas où c'est, tu galères. Et à noter, moi qui suis un fan inconditionnel des playmats, que le playmat de Feudum est pas forcément le plus pratique. Alors oui, il est plus grand, plus spacieux, et du coup, c'est moins le bordel quand tu mets tes pions. Par contre, il est moins net. Et déjà que ces putains de bulles, tu les vois pas, et bien sur le plateau playmat, c'est pire. C'est pire. Donc, c'est vrai qu'on le met, moi je le mets systématiquement le playmat, mais pour autant ici on a mis le plateau et en vrai, il y a un petit peu plus de clarté. Je trouve ça plus lisible quand même malgré tout. Donc voilà, les points forts de Feudum ont des défauts, qui est que c'est compliqué à lire, il y a assez peu de rappels iconographiques. Sur vos 2, 3, 4 premières parties, vous êtes bon pour faire des rappels aux règles assez régulièrement, pour savoir de comment ça marche, est-ce que ça passe là, est-ce que ça c'est ok. Voilà, tout ça fait que le jeu est cool, mais il a un prix d'accès en termes de temps. Et ça qui est parfois un petit peu dommage, c'est qu'il y a aussi une somme de petites actions, un peu quand la vidéo de Jean-Michel Grosjean, il explique à un moment tous les petites sous-règles, etc. Et c'est vrai qu'ici, par exemple, tout à l'heure, quand on l'a expliqué aux nouveaux joueurs, on a brièvement passé ces points, mais toutes ces petites sous-règles, on les utilise pas tant que ça dans une partie de Voilà, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, par exemple, si jamais effectivement, tu peux faire un festin, ce qui veut dire que si jamais tu es adjacent à un mec qui a une guilde, tu peux le faire boire pour faire toi l'action de la guilde, mais tu marques tous les points, sauf peut-être les points... Ah! Voilà, alors du coup, on se doit de l'expliquer, parce que si on ne l'explique pas, la personne ne sait pas qu'elle a cette option. Et pour autant, moi ça fait, tous les jours on a une petite dizaine de parties sur ce. Je pense qu'on a 15 parties à 2, ça n'a pas dû arriver, tu vois. Moi j'ai jamais fait des coups qu'on arrive quasi jamais. Ouais, je crois que j'ai dû faire un festin un jour pour dire genre, en fait, comment ça marche? J'ai envie d'essayer. Du coup, moi j'explique les règles, on explique les règles de manière globale, mais ces petits points on les donne pour information, et on dit si à un moment donné il y a un petit blocage et tout, sachez qu'il y a ces petites règles, on peut toujours les expliquer. Voilà, donc ça c'est des trucs où effectivement, si tu livres tout d'un coup à un joueur et tu lui fais vas-y, joue, dans ses yeux, tu vas voir un peu le vide. Il va paniquer. Vraiment. Et ce qui est dommage, c'est que c'est ces petites règles-là, en plus, qui peuvent donner le côté d'apprivoisement du jeu qui est compliqué, alors qu'en fait, quand on regarde les actions principales et celles qu'on va répéter de partie en partie, alors le jeu est très épuré. Oui, c'est ça. Malheureusement, elles existent. Voilà, donc là, on a fini un petit peu avec les principaux défauts du jeu. Ok, maintenant, si on attaque un petit peu l'onglet stratégique de Feudum, parce qu'évidemment, si tu as un jeu qui est aussi lourd, aussi gros, t'espères quand même qu'il y a 2-3 plans de jeu. On ne se fait pas chier à jouer un truc comme ça, si c'est pour faire toujours pareil, de manière bête et méchante. Donc, quels sont les axes un peu importants? Qu'est-ce que toi tu joues? Comment tu joues? Alors, les deux grands axes du jeu, c'est la domination sur le plateau. C'est-à-dire qu'au plus qu'on s'étend, c'est-à-dire on fait bouger nos personnages, on fait apparaître des personnages et on met des jetons influence, aux différentes époques, il va y avoir des scorings qui vont faire que le fait d'être réparti sur le plateau amène des points de victoire. En parallèle, il y a les points des guildes, comment expliquer, le fait de tirer des ressources, de pousser des ressources, de les transformer donc, dans cet engrenage entre les 6 guildes, va être aussi une grosse manne de points. Et ça, c'est les deux grands axes stratégiques, et ils interagissent l'un avec l'autre, du fait que quand on s'étend sur la carte, on renforce notre influence sur les guildes, mais en même temps, parfois, quand on transforme des choses de la carte, on perd de l'influence sur les guildes. C'est ça, parce que par exemple, on l'a dit tout à l'heure, les bâtiments sont liés aux guildes, parce que vous avez des bâtiments, enfin des guildes qui vont augmenter votre valeur de guilde si vous avez des fermes, si vous avez des villes. Et évidemment, on l'a vu qu'on peut améliorer des bâtiments, si tu améliores une ferme en ville, fatalement, tu baisses dans la guilde où tu avais une ferme et tu montes dans la guilde qui fonctionne avec les villes. Voilà. Donc c'est vraiment, parfois, tu es là, genre, tu fais une action qui va avoir tellement d'imbrication, tu vas dire « Ah putain, merde, j'ai pas vu que ça faisait ça, du coup, je perds l'avantage là-bas. » Et c'est une tannée, voilà. Donc, et là, ça va faire des gros dilemmes. D'ailleurs, il y a une des extensions du jeu, c'est un add-on, je crois, c'est les dés. Les dés pour Feudum sont des petits dés. Comme il y en a 6 par joueur, qui vous permettent de traquer les compteurs de guildes assez facilement. Ouais, c'est très bien. N'achetez pas le jeu si vous voulez, achetez les dés. Voilà. Parce que jouer à ça sans les dés,
Ouais, c'est une galère. Ou alors vous prenez juste 36 D6, hein. C'est ok, enfin de couleurs différentes du coup pour les joueurs. Mais en gros, non, si vous ne les avez pas, vous allez devoir à chaque instant, dès que vous voulez une info, recompter à chaque fois. Et vraiment, j'ai pas fait un BEP compta, hein, donc j'ai pas que ça à foutre. Donc c'est vrai que quasi sur tous les personnes avec qui j'ai joué et tout, maintenant systématiquement il y a toujours les dés. Donc ça c'est les grands axes stratégiques. À noter qu'il y en a un troisième, mais qui est très particulier, à tel point que perso, j'y vais pas. C'est un jeu où, on l'a dit, c'est une histoire, on fait ce qu'on veut. Et bien si on fait ce qu'on veut, on peut aussi aller tabasser les copains. Dans la joie, la bonne humeur et l'allégresse. Mais taper les gens, ça a un coût. Je pense que quand on fait la stratégie de taper les voisins, elle se commence dès le premier tour. Et tu fais que ça. C'est-à-dire que ton taf, c'est d'aller mettre des droites à tout le monde. Parce qu'en fait, on l'a dit au début, si vous vous rappelez bien, si vous avez bien écouté, on a dit que vos bâtiments évoluaient de ferme en ville, de guet, de petits machins en ferme, de ferme en ville, et peut-être en fief. Pourquoi peut-être en fief? C'est qu'en fait, si vous avez des fiefs et que vous n'avez pas assez combattu, vous perdez une tonne de points jusqu'à moins 22 sur la partie. Moins 22 quand tu joues en 100 points, c'est beaucoup. Et du coup, si tu fais des fiefs, il faut que tu aies fait la bagarre. Et si tu fais la bagarre, tu fais des fiefs. Sauf que si tu fais des fiefs, il faut des ressources, mais si tu fais la bagarre, tu n'as pas de ressources. Ce qui fait que typiquement... Vous voyez le problème? Ouais. Et typiquement, le combat, c'est ce qu'on se disait. Je pense que sur des premières parties, il faut vraiment pas aller sur le combat parce que c'est très exigeant. Et même quand tu es un joueur expérimenté et qu'on sait un petit peu finalement bien maîtriser les guildes et le territoire, je sais pas si le combat est la stratégie la plus avantageuse. Elle a un côté fun et je pense que quand on a fait pas mal de parties... Fun pour vous, les autres, pas sûr. Hein. Je vais me permettre. Après, c'est un combat, comme je t'avais dit, qui est pas toujours hyper punitif pour les autres parce que finalement, le combat il coûte tellement cher que la personne qui fait le combat est vraiment sur sa mécanique de combat. Donc on le voit aussi arriver. Hein. On voit tout à coup les troupes, tout ça arriver, l'accumulation salpêtre. Je rappelle qu'on peut jouer qu'une seule action et une action par tour. Donc le mec qui veut te buter, tu l'as vu venir. Voilà, on voit il arriver, a déployé ses troupes, il ramène ses machins, il a du sel de côté pour te tabasser la gueule. Donc soit on prépare sa défense, soit on se dit je continue ma route, il y a un territoire qui va tomber, tant pis. Bisous à bientôt et puis voilà quoi. À noter d'ailleurs aussi, et c'est pour moi un des problèmes de la guerre, c'est que pour taper des gens, ta ressource à utiliser c'est le sel pour taper plus fort, la salpêtre. Sauf que cette salpêtre, c'est aussi celle qui te fait jouer plus d'actions. C'est ça. Et t'en as pas assez pour faire les deux. C'est ça le problème de la guerre, c'est qu'il y a le salpêtre, il y a le fait aussi à un moment donné que si on fait la guerre, on va vouloir mettre les fiefs. Les fiefs, ça va aussi réclamer des sceaux. Il va falloir aller chercher des sceaux. Des sceaux, ça va demander de l'argent, et ainsi de suite. Donc en fait, la guerre se finance très difficilement. Mais au même titre que la piste en fait au niveau religieuse par exemple, ou les missions, pour moi des compléments sont des stratégies plus atypiques du jeu, mais pas nécessairement les plus efficaces. La grosse manne de points, ça va quand même être le territorial, les guildes, et si on veut le jouer pour gagner, souvent c'est là-dessus qu'on va optimiser, le reste va venir compléter. Voilà. Et la guerre, ça peut se jouer en soi-même, mais là, gagner avec la guerre, mais il faut... Parce qu'en plus, histoire d'enfoncer le clou, c'est un jeu où vous devez nourrir vos gens. Parce qu'évidemment, les gens qui ne mangent pas meurent, globalement. Hein. Vous pouvez aussi les faire boire. Ça, c'est cool, hein, parce que s'ils boivent, ils sont efficaces pendant 2 tours. Les mecs sont bourrés, ils ont plus faim, c'est plutôt pratique. Par contre, s'ils boivent, ils se battent beaucoup moins bien. Ce qui est normal. Donc voilà. Essaie de manier une épée avec 2 grammes dans chaque bras, tu manies moins bien. Sauf que, si tu te bats, il faut que tu boives pas. Ce qui veut dire qu'il te faut plus de ressources. Ressources que tu n'as toujours pas. Donc vraiment, j'arrive pas à comprendre, à part dans le cas où tu veux faire chier les autres, ce qui est une raison largement suffisante par elle-même, hein, à quel moment la guerre est viable dans le jeu. Voilà, c'est un point important. J'ai déjà vu bien pratiquer et je me dis qu'il y a moyen de vraiment, mais c'est très exigeant en fait. Voilà, c'est très exigeant, voilà. C'est aussi une ligne, alors que sur le reste du jeu, on a plus de polyvalence. Faites l'amour, pas la guerre. Maintenant, sur la petite dizaine de parties qu'on a chacun, honnêtement, la guerre, elle est quand même plutôt rare. Ouais. Et c'est vrai que les gens qui l'ont fait, en général, ils sont plus dans la galère que ceux qui l'ont fait. C'est ça, ils sont genre, je t'ai tué, mais t'as fini 8ème avec 3 points. Voilà, fous-moi la paix. Donc voilà, donc ça, on a vu un petit peu le principe. Maintenant, la question qui se pose, c'est, on a déjà le jeu parce qu'il est là. La question, c'est, pourquoi est-ce qu'il faudrait backer Feudum, ou pas le backer d'ailleurs, pour qui c'est, ainsi de suite. Vas-y. Alors moi personnellement Feudum... Donne aux gens envie de backer le jeu. Alors moi à la maison j'ai la totale de Feudum, hein, j'ai toutes les extensions etc. Comment il se la pète. Et non mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, je rejoins Yoel sur le fait que ce qui est terrible avec ce jeu c'est qu'en effet il y a une somme de défauts qui sont bien présentes, il y a parfois des choses dans le jeu qui peuvent être un petit peu agaçants ou autres, et pour autant moi je l'adore ce jeu. Du coup la vidéo n'est pas sponsor parce qu'on pourrait pas le dire sinon. Il a une vraie personnalité. On raconte une histoire dans ce jeu. Même graphiquement. Graphiquement, Feudum, c'est très typique. Ouais. Et d'ailleurs, tu l'as dit à l'instant, quand tu joues à Feudum, tu joues à Feudum. C'est ça. Il n'y a quasiment aucun jeu, à ma connaissance,
qui se rapproche de l'expérience que ça propose. Ah mais je trouve qu'en termes de sensation de jeu, comme quand on l'explique, quand on le fait découvrir, etc., c'est vrai que c'est un jeu qui il n'a pas de comparatif. Non. Et c'est pour ça qu'on l'adore. Tu sens que c'est un jeu où il y a beaucoup d'amour dedans. Ouais. Ce qui fait qu'il a peut-être des bourrelets disgracieux, mais bon, on l'aime quand même. Ça fait. Et franchement, en termes de gestion, cette histoire d'engrenage entre les guildes, plus cet aspect interactif et assez piquant parfois dans l'interaction et très subtil, c'est vraiment un réel plaisir. C'est exigeant, mais c'est bon. À noter aussi qu'effectivement, c'est un jeu qui ne marche pas très bien à 2 joueurs, parce que ça manque sur la carte. Entre 3 et 5. Hein. Ouais, moi je dirais même entre 4 et 5, plus ça. Si on veut la tension, à 4 et 5, il sera. C'est ça, voilà. À 3, c'est un peu plus Club Med. Et évidemment, plus à 3, vous allez vous partager les guildes. Chacun de guildes et tout le monde est voilà, content. ça se passe plutôt bien. À 4-5, ça manque de guildes, on va se taper dessus en termes d'influence. Donc ça, c'est voilà. C'est vraiment un jeu, pour moi, qui est un 4-5 joueurs. Donc déjà, même ça aussi, c'est exigeant parce que t'as pas toujours 4-5 joueurs sous la main disposés à se taper 1h30 de règles pour jouer durant 2 heures et pas 5, je le rappelle. Donc voilà, donc c'est un jeu, pour moi, qui mérite d'exister parce qu'il est assez incroyable. Tu vois, et c'est vraiment, et on peut dire que dans l'originalité, hein, vraiment ce jeu, il est très très fort. Et et puis il y a les petits behemoths. Il y a un petit, et le dragon des mers. Il y a un petit behemoth. D'ailleurs, à noter qu'il est en métal dans la campagne. Alors qu'en vrai, il est vraiment trop bien comme ça. Alors les extensions, tout à l'heure je parlais. Ouais, ça sert à rien. Voilà, alors, les dés, on a dit, ça nous semble indispensable. C'est pas l'essence, c'est du custom matos, donc c'est important. En tout cas, ça c'est vraiment très bien. Alors les extensions, on a une extension qui permet de modifier certaines cartes. On en a une qui rajoute une sirène, quelques petites options en plus. Les écureuils, les conifères. Les joueurs, on en a Sadeco. Et alors il y en a une qui donne les différents vaisseaux en super pièces 3D peinture. Alors moi, comme j'adore le jeu et que je suis assez sensible au fait d'avoir pas mal d'options et tout ça, voilà, je trouve que l'ensemble est très bien. Maintenant, c'est un jeu qui se suffit à lui-même dans le jeu de base. Les extensions, c'est vraiment du bonus, ça permet de nuancer qu'on a déjà de l'expérience dans le jeu, mais il faut déjà avoir je me dis, en fait, si tu arrives déjà à le sortir 2-3 fois par an, le jeu de base tout seul, c'est déjà une belle perf, tu vois. Ouais. Nous, je sais que c'est un peu un jeu événement Feudum. Ouais. Genre là, on fait un gîte à la fin du mois, on est là, genre, on fera un Feudum, tu vois. Ouais. Voilà. Et là, on l'a sorti parce qu'il y avait une vidéo à faire. On s'est dit, bon, faut y rejouer un peu, ça fait mauvais genre de le faire de mémoire. Ça va se voir, tu vois. Donc voilà, donc c'est ça. Effectivement, Feudum, c'est un peu ce côté, un peu comme toi qui fais le Twilight Imperium, quand t'en fais un, c'est un peu l'événement, tu vois. Il est marqué au calendrier, il n'y a pas des gens qui passent un soir et tu dis, au fait, si on faisait un TI4 pour voir, ça n'existe pas. Non, ça se prévoit, ça se programme, et puis quand on y est, on est heureux. Et je trouve que cette programmation fait partie aussi du plaisir de se dire, putain, dans 2 semaines, j'ai mon Feudum. Tu vois, et ça c'est quand même. C'est très rare qu'on se dit comme ça, ah tiens, on se ferait pas un Feudum. Voilà. Genre, j'ai envie de faire un Feudum, on casse ça quand, avec qui. Voilà. Et je trouve qu'il y a assez peu de jeux qui te créent ça. Parce que bon, en plus, ici, on est du genre à lancer un Tricarion à l'arrache un samedi soir, c'est ok. Vraiment, c'est pas un problème. T'as déjà fait ça, je pense. Oui, c'est régulièrement. Un Feudum, vraiment, ça n'arrive pas. Alors que pourtant, la dernière fois, tout le monde connaissait le jeu, était là, genre Feudum, tu fais. Ouah, mentalement, je suis pas prêt, tu vois. Genre, Donc ça, voilà. Allez-y, jouez-y. En plus, et ça, c'est remarquable, le prix sur le KS est vraiment cool. Quand tu vois qu'actuellement, le moins de zombicide, c'est 120 balles. La Feudum à 80, vraiment, allez-y. Hein, parce qu'il y a un des deux qui est en jeu, l'autre pas. Je vous laisse deviner lequel. Ouais, j'aime pas trop Zombicide. C'est une énigme assez facile. Ouais, t'as vu ou pas? J'aime pas Zombicide. Voilà, l'indice est là. Si jamais il y a un hint. Voilà. Et question bête, est-ce que tu veux y rejouer de 1 à 5? Ah oui, bah moi je suis toujours sur un 5 avec Feudum. J'ai toujours envie d'y rejouer et d'ailleurs je suis toujours assez surpris que j'y joue pas tant que ça par rapport à ce que j'aimerais. Mais parce que c'est une galère. Voilà. C'est une galère à sortir. Mais quand il est sur la table, toujours content d'être là. Et puis à noter, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous ça veut dire beaucoup. Ouais, je sais, c'est France Gall, et j'espère que vous l'avez bien dans la tête maintenant, que le jeu a une présence assez folle sur la table. Et que graphiquement, quand le jeu est installé et que tout le monde est là, bah ça a de la gueule. Et bah ça, c'est quand même très plaisir aussi. Donc voilà, donc Feudum, c'est bien, allez-y. Évidemment, si vous allez jouer une fois tous les 4 ans, c'est toujours pareil. Juste prendre la boîte de base. Moi je dirais, ne la prenez pas à ce niveau-là. Il n'y a aucun jeu trop cher, si ce n'est les jeux auxquels on ne joue pas. Ouais. Donc, oui, cette fois c'est déposé, copyrighté, ce que vous voulez, je vous l'offre, les cadeaux. Mais sinon, si vous avez l'occasion d'avoir les joueurs pour ça, et que vous aimez ce côté bac à sable, effectivement, et gros jeux, et que vous êtes prêt à faire l'investissement pour ça, on est sur un phénomène. Et la reprise est une excellente nouvelle pour tous ces gens, parce que pendant très longtemps... Il était dur à trouver. Hein. Ah non, pas dur, hein, juste cher. Enfin, ouais. Des Feudum à 200 des Feudum à 200-300 balles, t'étais là genre, ça fait chier, tu vois. Donc là, effectivement, la campagne, c'est cool. Ça permet aux gens de mettre la main dessus, de l'avoir à un tarif correct. Et voilà. Et puis, je me dis que si jamais le jeu refonctionne encore et que replaît à d'autres gens,
peut-être ça donnera l'envie à d'autres créateurs de sortir des jeux hors normes. Parce que vraiment, un Feudum, tu ne le fais pas pour la rentabilité. Hein. Et il y a un côté, je trouve, indémodable, un petit peu intemporel dans le jeu, parce qu'ici, on fait le KS parce qu'il fête les 7 ans. Oui. Et pour autant, moi, je trouve que le jeu n'a pas vieilli. Dans le sens que, c'est pas qu'il n'a pas vieilli, mais c'est plutôt qu'en termes, il est tellement atypique que du coup, il reste toujours très même efficace. graphiquement, il est forcément dans son... En fait, il est dans son propre air du temps à lui-même. Donc voilà. Donc ouais, Feudum, c'est très cool. Allez-y, essayez-le au moins. Et je crois qu'il est dispo sur tabletop pour ceux qui jouent sur console, enfin sur console, sur PC. Et voilà, vous avez normalement maintenant toutes les clés en main pour savoir si le jeu vous plaît ou pas, si ça peut marcher ou pas avec votre entourage. Et voilà, je propose à tous de vous faire de gros bisous, portez-vous bien. Je ne sais pas quand la vidéo sort parce qu'il va y avoir masse de montage et on va faire vite, mais a priori, si vous voyez ce message, c'est qu'il y a des sorties. Malin. Et voilà, et toi du coup, c'est quoi ton programme les jours qui viennent là? Ici, la semaine prochaine, j'ai prévu un Twilight Imperium pour changer. Et voilà, et sinon, et ce soir, un Frosthaven. Voilà. Ça va, le mec est pas trop débordé. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il dit pas, c'est qu'on a fait une petite journée genre Feudum Invention. Genre, ok. Après, c'est une journée aujourd'hui que j'ai blindée pour jeu de longue date. Voilà. Allez, portez-vous bien. D'ailleurs, à noter que possiblement après la campagne, le jeu sera peut-être dispo sur Ludum. Du coup, Ludum soutient la chaîne avec des liens affiliés, donc n'hésitez pas, pour vos achats, à passer par le petit lien qui sera en description. C'est cool, ça ne vous coûte pas plus cher que le prix du jeu, et ça soutient parfaitement la chaîne. Voilà, je vous embrasse très fort, portez-vous bien, et puis j'espère que ma voix revient bientôt, j'en ai ras le cul. Allez, bisous. Au revoir. On m'a dit qu'il fallait des conseils. Du coup, la vidéo n'est pas finie. On fait des conseils maintenant. D'accord? Bon, du coup, on a pitié de vous filer un peu des conseils pour pas faire n'importe quoi. C'est aussi un petit principe de la vidéo. On a donné quelques conseils pour dire que quand on apprivoise Feudum, on prend plus de plaisir en étant bien. Et on a vu trop de gens faire n'importe quoi pour vous dire de ne pas faire n'importe quoi. Hein, et des fois, tu as des conseils, c'est pas des bons conseils, et nous, on vous donne des conseils qui sont presque pas trop mauvais. Je crois. On va essayer. Démerdez-vous avec ça. On a une petite dizaine de parties. Il nous semble qu'on a vu quelques petites choses qui sont. Qui est plus que globalement ce que vous ferez toute votre vie, peut-être. Sachez-le. Mais voilà, on va essayer de les partager. Et puis ça peut être aussi ouvert à débat, s'il y a des commentaires. Pas du tout. Non, on débat pas. Vraiment, c'est comme ça, point. On a la vérité. Pas de débat. J'en ai marre, j'ai flemme. Alors, au royaume de Daniel, ceci sera la vérité, alors. C'est ça, on n'est pas en démocratie, hein. Vraiment, c'est fini, ça. Bon alors, conseil numéro 1. Bon, je pense que comme dans tous les jeux, la ressource et les finances, c'est important. Et je pense que quand on commence à Feudum, il y a des guildes, peut-être, qui sont plus faciles à aborder pour avoir une bonne économie. De manière générale, je pense que toutes les guildes peuvent se jouer, mais il est vrai qu'il y en a certaines qui sont peut-être un petit peu plus faciles pour commencer, car elles sont plus limpides en termes de gestion des ressources. Je pense que le marchand, par exemple, il est pas mal à ce niveau-là. Parce que chaque fois qu'on achète par exemple des ressources chez le marchand, eh bien celui qui est dominant sur la guilde, donc le marchand en l'occurrence, va recevoir une pièce. Puis il y a une pièce qui va partir pour le compagnon, une pièce qui va venir ici, au niveau des moines, dans la banque. Behemoth est mort. Voilà, et ainsi de suite. Et donc, par exemple, ça va permettre d'acheter des ressources tout en récupérant des pièces. Donc, par exemple, c'est une première idée, mais par exemple, quand on est sur la guilde des marchands, il est plus facile d'acheter des ressources et en même temps que ça nous coûte moins cher parce qu'on s'autofinance. Du coup, astuce numéro 2, la guilde des marchands, par exemple, fonctionne avec les villes. Ce qui veut dire que votre bonhomme de départ, si vous positionnez, essayez de vous mettre soit sur une ville, soit sur une ferme. Si vous êtes plus malin, parce que vous avez vu la vidéo, de vous mettre sur une ferme, parce que vous pourrez l'améliorer en faisant improve et en payant la ressource requise pour passer en ville. Alors que si jamais tu es sur une ville, tu ne peux pas l'améliorer en fief, parce que faut faire la bagarre. Rappelez-vous, bagarre, pas bien, pas cool, relou. Voilà. Donc c'est vrai que sur le positionnement de départ, se positionner déjà de telle manière, soit de se mettre directement sur la ville en disant, parce qu'au premier tour je ne veux pas faire improve. Amélioration pour ceux qui parlent français. Voilà. Ou alors si maintenant je veux faire cette amélioration, je vais essayer de trouver une ferme. Mais c'est vrai que essayer de tout de suite, très tôt dans la partie, faire un équilibre entre les emplacements où je suis et les guildes que j'ai envie de dominer, c'est déjà en général une bonne recette. Conseil numéro 3, les guildes sont croisées. Je m'explique. Ce qui veut dire que les guildes qui sont aux extrémités du plateau vont marcher avec les fermes. Les deux guildes à l'opposé vont marcher avec les guets. Et enfin, les guildes du milieu marchent avec les villes. Ce qui veut dire que si jamais vous cherchez un type de terrain, globalement, vous allez vouloir jouer les deux guildes qui marchent avec. Parce que du coup, vous mutualisez vos efforts, ce qui est vachement mieux. Si vous économisez des actions, finalement, de combiner. C'est vrai que si on est sur les deux pistes et qu'on veut les dominer toutes les deux, chaque territoire qu'on va prendre va matcher des deux côtés et ça va permettre d'économiser de l'énergie tout en maintenant la mainmise sur deux guildes en même temps. Que 24 actions, chaque action économisée, on est content. Alors en arrivant au niveau des actions, je pense que le salpêtre,
Toutes les ressources sont importantes, mais autant le fer et le bois sont circonstanciés à quelques fois sur la partie, autant la nourriture, le soufre et le salpêtre, c'est des ressources qu'on va faire plus tourner. Voilà, sachant que si vous vous déplacez, vous avez le droit de piquer une ressource sur la map là où vous arrivez. Généralement, le blanc, le salpêtre, c'est la bonne cible. Sachant qu'en plus, c'est une des ressources les plus chères chez le marchand. Ouais. Donc le reste se récupère assez facilement, salpêtre pas forcément. Donc voilà. Et pareil, si vous en avez un, jouez une carte en plus, vous jouez 20% de vos actions supplémentaires. Ce qui veut dire que si vous jouez 5 tours et que vous jouez à chaque fois du salpêtre, vous avez littéralement joué un tour de plus que ceux qui ne le font pas. Donc vraiment, si vous pouvez le faire, allez-y, comme Jean. Et la nourriture ou le soufre vont tous les deux être très utiles pour pouvoir nourrir nos gens ou alors les faire boire pour qu'ils soient nourris autrement et moins efficaces à la guerre. Maintenant, le soufre, on ne l'a pas utilisé tout à l'heure de cette manière, mais j'ai déjà fait dans d'autres parties. Ça permet aussi d'enchaîner parfois 2 actions de suite. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est quand même pas mal, notamment quand on sent que ça commence à sentir le roussi pour marquer les points sur une guilde. C'est peut-être le bon moment d'enchaîner 2 actions. J'ai vite pris les points, après ça s'effondre, c'est pas grave. J'ai quand même pris ce que j'avais à prendre. Numéro 5. Vu que les actions poussées et tirées vont fonctionner avec les guildes aux alentours, si jamais vous êtes chef d'une guilde d'un côté et que celle juste après vous êtes second, vos 2 actions se télescopent. Donc ça, si vous pouvez éviter, évitez-le. Mieux vaut être premier et second de chaque côté de la guilde, plutôt que de faire à chaque fois la chose. De la même manière, si vous vouliez comboter ensemble en étant premier sur 2 guildes de suite, si on venait à vous piquer une des majorités, votre combo il marche plus du tout. Donc si vous voulez faire ça, assurez-vous d'être assez stable dans vos ressources, parce que vraiment ça peut très vite mal se passer. Ouais. C'est vrai que ça peut piquer ce niveau. Oui, ça m'est arrivé tout à l'heure présent, j'avais perdu beaucoup de points comme ça, de boulet. Voilà. Conseil numéro 7. Je ne sais pas si c'est le 7, on va dire que c'est le 7. 6, parce que c'est 6. En termes de points de victoire, votre présence dans les guildes vous assure des points. Et une présence, c'est assez facile, il suffit au début d'avoir juste un pion dans la guilde concernée. Et c'est facilement 3 points. 3 points ou 5 points si jamais on vous laisse vraiment le truc. Donc n'hésitez pas à spammer pour être présent facilement un peu partout, récupérer des points. De la même manière, plus vous étalez, plus vous prenez des territoires, plus vous scorez en fin d'air sur le nombre de territoires différents. Ça fait très vite beaucoup de points. Parce que ça fait 1, 3, 5, 7, 11, un truc comme ça, je crois. Ouais. Donc pour peu que tu rates genre 8, 9 points de guilde et 7 points de territoire, même sans jouer au tour, tu fais 15 points par manche, sachant qu'une manche, ça fait près un tour, voire 2 parfois. C'est assez efficace. C'est sûr. Et en parlant de points, c'est aussi un jeu, il y a beaucoup de jeux où en général faire des points très tôt dans la partie et parfois moins optimiser la mécanique, oui, c'est pas une super idée. T'as envie de scale, de mettre ton moteur en place souvent. Voilà. Mais ici à Feudum, il n'y a pas vraiment de grande stratégie de diesel qui fait qu'à un moment donné, si j'ai 30 points de retard, en fin de partie, je vais pouvoir monter 30 ou 40 points. Ça n'arrivera pas. Et donc, je pense que dès le premier tour, en tout cas, quand on voit qu'au niveau de la guilde, ça peut matcher et de faire le maximum de points, 5, 6 points, il faut prendre. Ouais, j'ai eu plusieurs fois aujourd'hui le cas, et à chaque partie, c'est comme ça. Parfois, tu vois l'occasion rêver de mettre 6-7 points, ainsi pour le peu que tu as mis ton petit point bonus. Et il y a d'autres actions qui vont être plus lentes. C'est tellement interactif, ça change tellement. S'il y a 6-7 points qui se présentent, je pense qu'à ce jeu-là, il faut les prendre. Voilà. Dernier petit conseil important pour jouer, dès que vous devez faire l'action influencer, vous allez poser du coup de l'influence sur les trucs, sauf que vous les posez sur toutes les villes où vous êtes présent, enfin tous les lieux où vous êtes présent. Donc n'hésitez pas à vous déployer le plus possible pour pouvoir en poser 2 voire 3 à chaque fois, c'est beaucoup plus efficace. Et surtout, mine de rien, on a souvent tendance à vouloir diriger le lieu. Parfois, être second, être le cerf, est une excellente chose. C'est d'ailleurs la seule façon de poser un paysage qui fait entre 2 et 4 points par âge. Donc, être majoritaire, c'est quand même cool, mais si vous êtes second, ce n'est pas un souci. Et n'hésitez pas à vous en servir pour récupérer plus de points avec ça. C'est vraiment... Par contre, au début de partie, là, le improve est quand même l'améliorer, est quand même assez important, parce que pour être cerf, il faut au préalable avoir acquis une tuile qui va servir après pour les paysages. Et celle-là, on ne l'a qu'en tant que dirigeant. C'est-à-dire que si dans la partie, on tarde à améliorer un territoire, et que malheureusement, dans l'interaction, ça pique un peu par-ci, par-là, et qu'on n'a plus l'occasion d'aller chercher ce territoire, derrière, notre statut de cerf ne va servir à rien, à partir du moment où on n'a pas acquis assez rapidement les tuiles qui vont nous servir à mettre des paysages. Donc en début de partie, je pense que c'est assez prioritaire d'aller quand même chercher 1-2 tuiles, et en deuxième partie de partie, vers le 4, 5, 6e tour, pour le peu qu'il y ait 6 tours, à ce moment-là, de mettre les paysages. Voilà, normalement avec ça, vous avez de quoi bien démarrer vos parties, et pas faire trop n'importe quoi pour vous la saboter. Et si vous avez vu les guides et pas eux, vous leur roulez dessus. Ne déconnez pas, on croit en vous. Je pense qu'on a dit ce qu'il fallait là. Oui, c'est les grands axes principaux, et après, il y a toute la découverte par toutes les petites combinaisons que vous avez trouvées. Si ça, c'est pas du bonus de qualité, je sais plus ce qu'il vous faut. Allez, bisous. Pour de vrai, cette fois-ci, il n'y a pas de deuxième partie. Bye.